Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter une conférence, disons, sur l'explication un petit peu de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle et son application dans le monde des eaux souterraines et de l'hydrogéologie. Alors, moi-même, c'est Anne Joannet, je suis professeure à IMT Minales, donc je fais ma recherche dans l'unité hydrosciences et donc je suis aussi membre du CA du CFH. Et ces travaux ont été faits, alors avec quelques principaux contributeurs, c'est pas exclusif, hein, Madame Congassiou, Monsieur Pistre, Monsieur Savary et Guillaume Artigue d'Hydrosciences Montpellier, IMT Minales et puis la Régie des eaux de Montpellier. L'idée, ça sera quand même de présenter les principes de fonctionnement de l'IA et puis de donner quelques illustrations. On ne va pas rentrer dans le détail, effectivement, de la technique. Après, le jour où quelqu'un veut faire de l'IA, ben, ça sera beaucoup plus compliqué. 5 parties. Pourquoi apprendre à partir des données, puisque ces systèmes apprennent à partir de données. Un focus sur les réseaux de neurones qui sont finalement la technique qui est le plus utilisée, je pense, en ce moment et 3 illustrations sur la prévision de la ressource en eau sur le bassin du Lèze, l'extraction des connaissances et la prévision de la turbidité, tout ça avec des méthodes de ce qu'on appelle intelligence artificielle. Alors, première question, pourquoi apprendre à partir des données? Souvent, hein, on a des modèles où on a une hypothèse physique, une équation différentielle, on calibre des paramètres, et là, on ne va pas avoir cette équation, pas d'hypothèse physique, donc on va apprendre purement à partir des données. On a en gros des modèles statistiques. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que les processus physiques qui gouvernent le fonctionnement des variables qui nous intéressent sont imparfaitement connus parce qu'ils sont souvent dans la nature non linéaire, non stationnaire, ils changent dans le temps et ils sont difficiles à observer de manière complète. Du coup, ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, c'est un meilleur mot que l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi le machine learning, peut bâtir des modèles efficaces sans hypothèse sur les processus. Donc, parmi tous les modèles, les types de méthodes, disons, qu'on peut utiliser, on trouve les réseaux de neurones que j'ai cités, les algorithmes génétiques, les machines à support vecteur, et pas mal de modèles pour faire de la classification avec différents types d'arbres, les forêts aléatoires et tout ça. On a quand même une difficulté pour apprendre à partir des données, c'est que l'hydrogéologie en particulier et l'environnement de manière générale hein, est quand même très, très incertain. On a, comme je l'ai dit, des variabilités, des non-stationnarités qui sont spatiales et temporelles, qui s'additionnent ou se cumulent. Tout ne peut pas être observé de manière satisfaisante, donc l'état de saturation d'un sol, par exemple, les conditions limites, parce que c'est spatialisé, qu'on ne peut pas faire des forages partout, mettre des capteurs partout, tout simplement. On a aussi des événements extrêmes. Les variables ne suivent pas des distributions gaussiennes, donc des variables extrêmes qu'on a du mal du coup à quantifier, à appréhender pour prévoir leur période de retour. Donc quand on veut faire un modèle, bah, du coup on a une mauvaise représentation de l'espace des états, de ce qui peut se passer dans l'espace des états au total. Si par exemple on regarde une estimation de débit, bon, c'est pas de l'eau souterraine, mais c'est intéressant quand même. Si on regarde les crues rapides, par exemple les cassévenols sur lesquels on travaille pas mal, on a le pic à plus ou moins 20% ou 30%. Donc c'est quand même assez énorme comme incertitude. Et pour les étiages, ben, c'est encore pire, hein, parce qu'en plus on a du mal à appréhender ce qui se passe dans la nappe d'accompagnement des rivières, donc c'est encore pire. Voilà, donc avec tout ça, se pose la question de comment on va faire pour apprendre à partir des données. C'est pas ça que je vais adresser aujourd'hui, hein, parce que je passe un peu à côté, mais on y arrive avec une méthode rigoureuse de sélection de modèles. Il faut vraiment être rigoureux quand on fait les choses. Voilà, une petite illustration sur l'image de droite. La crue sur le bassin de Mialet, qui est une très très jolie rivière Sévenol. Voilà, 2 événements de pluie qu'on voit là, c'est les trucs bleus qui descendent. On a plus ou moins la même intensité hein, pour chacun des 2 pics, de 2 événements, des 2 sous-événements, on va dire. Le premier nous donne un débit de 40 mètres cubes par seconde. Voilà, le second, même intensité, mais un débit 3 fois plus grand. On est à 120 mètres cubes par seconde. On se dit c'est normal parce que le bassin est humidifié, donc il y a moins d'eau qui s'infiltre, donc c'est normal que le débit soit plus important. Mais on remarque que dans le premier cas, on a une impulsion de pluie, une impulsion de débit, alors que dans le second cas, on a 2 impulsions de pluie, mais quand même une seule impulsion de débit. Donc là, on se rend vraiment compte que le système est non linéaire. Dans ce cas-là, c'est vraisemblablement dû à l'observation qui est imparfaite. On n'a pas bien mesuré où tombaient toutes les pluies vraisemblablement. On ne peut pas le prouver a posteriori, mais ça veut dire qu'on a vraiment des données qui vont être difficiles à modéliser. C'est ça l'idée de cette illustration. Voilà, passons maintenant au réseau de neurones. Réseau de neurones artificiels, réseau de neurones formels. Voilà, on va les utiliser déjà pour traiter un petit peu 2 types de fonctionnalités. Donc, tout d'abord, la classification. Donc, quand on fait de la classification, on veut associer le code d'une classe à une forme en entrée. Donc, on a une entrée, que quoi que ce soit. En sortie, on veut avoir le code de la classe. Par exemple, sur la petite figure, on présente une image avec un 2, et puis on veut que la machine, elle nous dise, bah, tiens, c'est un 2. Donc, on va l'associer au code binaire du 2 que j'ai représenté à droite. Ce qui est important de voir, c'est qu'on perd de l'information.
dans cette opération. Mon 2, là, il est peut-être bleu ou rouge, il est gros, petit, bien dessiné, mal dessiné, peu importe. On sait que c'est un 2. Donc, première opération intéressante. Et deuxièmement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le système prend une décision. Donc, finalement, ça va nous permettre de traiter cette information beaucoup plus simplement. Pardon. Voilà, ça, c'est la classification qu'on va différencier de l'identification de fonction. Pour l'identification de fonction, là, on veut reconstruire une sortie continue d'un processus. Donc, on va ce qu'on appelle identifier le processus. En théorie des systèmes, on appelle ça comme ça. Et l'idée, c'est qu'en présentant les entrées que reçoivent ce processus, on pourra reproduire sa sortie. Par exemple, à droite, eh bien, on a fait la prévision des crues du Lez qui arrivent à Montpellier sur la station de La Valette. Donc, on a quand même des crues à 500 mètres cubes par seconde. La courbe noire, si vous la voyez, c'est l'observé. La rouge, c'est ce qu'a prévu le modèle. Et ben donc, on voit qu'on n'est pas mal du tout. Le modèle a réseau de neurones et on voit qu'il a quand même bien réussi à représenter quelque chose. Et on visualise des incertitudes. En bleu, c'est celles sur les données mesurées. En rouge, c'est celles sur les données simulées. En rose, pardon. Donc, on voit qu'on peut faire quelque chose quand même en identification de fonctions, même si c'est a priori plus complexe que la classification. Alors, pourquoi les réseaux de neurones s'appellent comme ça? Parce qu'ils sont inspirés de la biologie. On ne cherche pas dans cette méthode-là à reproduire la biologie, ça c'est ce qu'on appelle le neuromimétisme, mais on cherche à réaliser une machine en prenant des bonnes idées où on les trouve. Voilà, donc vous avez la vue d'artiste d'un neurone biologique, on distingue le corps cellulaire du neurone, on distingue des dendrites, si j'avais à bouger la souris par là, qui sont les entrées, et puis une sortie là qui est l'axone. On a de très bons nombreux neurones, à 10 puissance 10 neurones dans notre cerveau. Chaque neurone, il a son corps cellulaire. Et ce qui est important, ce sont les connexions. Il y a des connexions entrantes qui sont faites au moyen des dendrites, là, et des connexions sortantes qui vont se connecter sur d'autres neurones. Et le lieu de la connexion, c'est la synapse. La connexion se fait de manière chimique, ce qui explique pourquoi d'ailleurs notre cerveau est si sensible à la chimie hein, et que les médicaments marchent si bien. Voilà, mais donc c'est quelque chose qui est encore pas complètement connu au niveau biologique, on ne sait pas trop comment ça marche, mais ça peut être représenté de manière très simple dans un modèle. En particulier, le premier modèle, qu'on appelle le modèle binaire à seuil de McCulloch-Epitz, en 1946, qui est très simplifié. Alors, il comporte des entrées, qu'on a notées ici, U. Les entrées arrivent toutes dans le corps cellulaire du neurone, si j'ose dire, sous forme d'une somme pondérée, c'est-à-dire qu'on a une somme par exemple, U1 pondéré par ce coefficient représenté par la flèche ici, qui serait le coefficient C1, et qui représente le fonctionnement d'une synapse. Si par exemple ce coefficient vaut 0, ben, il n'y a pas de transmission de potentiel d'action. S'il vaut une certaine valeur, et ce potentiel d'action va être transmis de manière plus ou moins importante. On va représenter le potentiel synaptique comme la somme pondérée des entrées. C'est évidemment une vision extrêmement simplifiée. Hein. C'est vu de loin par temps de brouillard. Les biologistes rigolent un peu quand on leur parle de ça. Deuxième action que fait le neurone, il calcule sa sortie, donc représentée par une flèche là au niveau de la sortie, en appliquant une fonction f à la somme pondérée. Donc pour résumer, il a des entrées, il calcule sa somme pondérée par les coefficients synaptiques, ça donne son potentiel, et ensuite son potentiel est transformé par une fonction f en général non linéaire pour donner sa sortie. Dans le cas du neurone binaire à seuil, la fonction f, bah, c'est un seuil. Comme c'est un seuil, ça va lui permettre de prendre une décision. Par exemple, ce type de décision qui peut être prise, on fait de la classification, on est dans le cas de la séparation linéaire, c'est le plus simple. Alors, on a n'importe quel cas, je donnerai un exemple juste après, qu'on veut séparer n'importe quelle image ou quoi qu'on veut séparer en deux classes. Donc, si on représente, on va prendre un neurone un peu simplifié encore par rapport au précédent. On a juste deux entrées. La première, E indice 1, la seconde, E indice 2, chacune avec un coefficient synaptique qui représente la synapse, C1, C2. Pour faire la somme, donc on va calculer V, le potentiel, égale C1E1 plus C2E2. Ça nous rappelle les souvenirs de quand on était petit. C'est l'équation d'une droite. Si on fait C1E1 plus C2E2 égale 0, on trace une droite. Par exemple, elle vient d'apparaître sur le graphique à gauche. Ce graphique, c'est le plan des entrées, E1, E2, et on voit finalement que le calcul de notre potentiel nous trace une droite. Sur V égale 0, eh bien, on a l'équation. L'équation, c'est E2 qui est l'ordonnée égale moins C1 sur C2 fois E1, moi j'ai oublié le E1, excusez-moi. Et à ça, il applique une fonction seuil. Donc, on regarde en gros, si le taux de potentiel est négatif, on est par exemple en bas de la courbe, s'il est de la droite, pardon, s'il est positif, on est par exemple en haut de la droite. Notre neurone tout seul, à deux entrées, dans le plan, peut calculer une droite de manière à séparer le plan en deux zones. Donc ici, ce qui nous intéresserait, on voit qu'on a une partie où on a des points noirs. Ça correspond à une classe.
point blanc, ça correspond à une autre classe. Et ce qu'on aimerait, c'est que la droite se mette entre les deux classes et que le modèle apprenne tout seul, le réseau de neurones, enfin le neurone tout seul, pardon, apprenne tout seul à se mettre entre les deux classes. Alors, une illustration, j'essaie de prendre un exemple simple, hein. On a une voiture qui conduit toute seule et on veut qu'elle s'arrête au feu rouge. Donc, on va avoir la première entrée E1, c'est la vitesse de la voiture, E2, c'est la position. On comprend bien que si on est tout près et qu'on va vite, il va falloir qu'on passe le feu, orange, hein. Mais si on est loin, eh ben, on a le temps d'anticiper, il va falloir qu'on freine. Donc, c'est ça ce qu'on aimerait que le neurone nous dise, ben voilà, où tu t'arrêtes, où tu roules à la même vitesse pour passer le feu. On veut qu'il prenne une décision. Et du coup, ce qu'on aimerait dans notre cas, c'est qu'ils mettent la droite entre les deux classes, qui séparent bien la classe des points noirs, par exemple, qui veut dire on roule, et la classe des points blancs, qui veut dire, par exemple, on s'arrête. Pour tracer cette droite, il va falloir calculer les coefficients C1 et C2. Donc ça, c'est le travail de l'apprentissage. L'apprentissage va calculer les coefficients ou les paramètres. Alors attention, il y a une différence de vocabulaire par rapport aux physiciens. Pour les physiciens, les paramètres, ce sont les entrées. Nous, on va appeler ça les variables. Et nous, les paramètres, eh ben, c'est ce qu'on met dans le modèle, hein. Quand on fait un calage de modèle, on calcule ces paramètres. On dispose d'une base d'exemple qu'on a notée E exposant K, D exposant K. Et donc, ça, c'est la base d'exemple, entrée-sortie, pour l'exemple numéro 1, 2, 3 ou 4. Donc, on va présenter à notre modèle, à notre neurone tout seul, là, l'entrée E, donc c'est son vecteur d'entrée. Là, on en avait deux, hein, dans le graphique d'avant, deux entrées, vitesse et distance. Lui, il nous propose une décision, je freine ou je roule. Et en parallèle, on aura mesuré, en faisant par exemple rouler un conducteur sur sa voiture pendant longtemps, on aura mesuré l'action qui a été faite par le conducteur. Ça va être ce qu'on appelle l'action désirée. Et donc, s'il y a une différence entre l'action proposée par le neurone, sa décision, et l'action désirée, on va avoir une erreur. Et grâce à cette erreur, on va pouvoir aller corriger les paramètres du modèle, ces coefficients synaptiques. On va le faire grâce à la fonction d'erreur quadratique qui vient d'apparaître, ou toute autre fonction d'erreur, ce n'est pas très grave. Donc, on va avoir une erreur qu'on va vouloir optimiser de manière itérative à chaque fois qu'on présente un exemple. Donc, quand on va présenter un exemple, c'est le couple entrée-sortie désirée. On va faire un petit incrément à nos coefficients synaptiques. On va représenter un autre exemple, un troisième, un quatrième. On va présenter toute la base de données d'apprentissage et on va reconnaître. On va recommencer en faisant plusieurs présentations de la base de données d'apprentissage. Donc, petit à petit, on va minimiser cette erreur et on va converger vers une solution qu'on espère satisfaisante. Alors, une petite illustration. Voilà, donc on reprend notre exemple de feu tricolore avec E1, la vitesse du véhicule, sa position. Ici, on voit donc le noir et blanc et s'est transformé en bleu et rouge. Ici, on a initialisé notre modèle. On voit que la droite, elle est un peu n'importe où au début parce qu'on l'a initialisé. On a bien un seul neurone avec deux entrées, puis une troisième qu'on a dû mettre pour que la droite ne passe pas forcément par zéro. Et on va faire un petit apprentissage. Dans cette zone-là, vous allez voir les coefficients qui vont évoluer, hein, parce que le modèle va apprendre. Et dans la zone du bas, là, vous allez voir la diminution de la fonction de coût du modèle. Voilà, donc il apprend. On voit la droite qui tourne au fur et à mesure que les coefficients sont modifiés. Au début, ben, c'était carrément inversé, hein, les zones plus et moins. Et on voit voilà, que le neurone, ben, il apprend tout seul et il arrive à mettre sa droite entre les deux fonctions, les deux classes, on va dire. Alors, tout en haut, là, il est sur le point bleu, tout en haut où passe la droite verte. Ben, en fait, ça passe. Il s'est arrêté d'apprendre dès qu'il a bien classé toutes les classes, donc ça passe très, très près de l'exemple bleu. Voilà. Donc, c'est comme ça que va faire notre réseau de neurones, et notre neurone tout seul en l'occurrence, il a pris une décision. Alors, on continue. Là, on avait un neurone tout seul. Notre neurone tout seul, on a vu, il pouvait mettre une droite dans un plan. Si on veut avoir des fonctions plus complexes, donc des fonctions non linéaires, parce que c'est quand même ça l'intérêt des réseaux de neurones, hein, c'est qu'ils vont arriver à faire un modèle non linéaire, eh bien, on propose un modèle plus compliqué, hein, qui a déjà quand même une quarantaine d'années, qui est le perceptron multicouche. Alors, il reçoit les mêmes variables qu'avant. Ici, il a maintenant pas un seul neurone, mais plusieurs neurones en parallèle sur une couche cachée qui sont connectés chaque neurone à chaque entrée. Et on a quand même notre neurone de sortie pour lequel on a la valeur désirée. La couche de cachée, on l'appelle cachée parce qu'il n'y a pas de valeur mesurée désirée à laquelle on affecte le calcul. C'est le calcul qui fait tout seul. Alors, si vous entendez dans les infos, c'est un peu l'espace latent. En ce moment, c'est le mot à la mode. On parle de l'IA et des espaces latents. Ben, en fait, c'est l'espace de la couche de neurones cachée. Voilà comment il est. Donc, il prend une décision de la même manière que quand on avait un neurone tout seul, mais c'est plus complexe parce que maintenant, il peut la prendre de manière non linéaire.
Ce qui est important à réaliser, c'est que ces paramètres-là, tous nos coefficients synaptiques ou nos paramètres, en fait, ils n'ont pas de sens physique. Il n'y en a pas un qu'on pourra associer à la perméabilité, à la porosité, à je ne sais pas trop quoi, dans ce qu'on veut modéliser. Ils font une fonction, ils font le job, mais on ne peut pas lui mettre de sens physique. Alors, on continue. Voilà, un cas plus compliqué. Donc, vous voyez, là maintenant, on a un perceptron multicouche, encore une petite animation, là, avec une couche cachée. Une deuxième couche cachée, on peut en avoir plusieurs. Les modèles qu'on appelle le modèle profond, là, ils ont plusieurs couches cachées, effectivement. Un neurone de sortie. Et on voit ici que notre classification dans le plan des entrées E1, E2, là, est un peu plus complexe. On voit qu'il y a des rouges, là, qui rentrent dans les bleus. Donc, la fonction, elle peut avoir pour être faite avec une droite. Donc, il va nous falloir une courbe. Donc, notre modèle, il va apprendre avec une règle qui s'appelle la rétropagation ou d'autres règles. Et en fait, on va savoir comment il classe le modèle parce que l'application là qu'on a développée, elle teste chacune des cases là. Et elle nous dit, ben, cette case-là, ça correspondrait à un vecteur d'entrée, hein, il a une abscisse, une ordonnée. Elle va nous donner soit la classe des bleus, soit la classe des rouges. Donc, vous allez voir ce qui se passe. Et on va voir dans le cadre là la fonction d'erreur qui évolue. Voilà. Donc là, il a convergé très vite. Et vous voyez bah, effectivement la séparation qui se passe. Tout ce qui est violet là ou bleu, et ben, c'est la classe des points bleus, et tout ce qui est rouge, tout ce qui est blanc, pardon, c'est la classe des points rouges. Donc ben, là, c'est toute la puissance des réseaux de neurones, hein. Ils ont pu apprendre tout seuls finalement, hein, parce que uniquement à partir des exemples, quelle fonction il faut faire. Alors, on va passer sur un truc un peu plus compliqué. Deuxième configuration, là, vous voyez au travers de la couleur bleue, là maintenant, on a une couche de bleu, à l'intérieur une couche de rouge, et encore à l'intérieur une autre couche de bleu. Alors, c'est juste pour jouer là, hein, mais on peut avoir très bien peut-être cette configuration dans des valeurs qu'on a mesurées, hein. Tout ça, ça va dépendre, la répartition dans l'espace va dépendre des entrées qu'on va choisir, c'est-à-dire des caractéristiques de l'image, si on parle sous l'image, enfin, des caractéristiques qu'on va extraire, qu'on va mesurer et qu'on va présenter au modèle. Alors voilà, petite animation. Hop. Donc là, il va prendre de la même manière. Et voilà. Et donc, en pas longtemps, il nous a trouvé effectivement quelle est la séparation qu'il faut faire. Alors, pour arriver à ça, quand même, quand on a des dimensions de modèles beaucoup plus grandes, 100 entrées, il y en a comme 10 000 entrées dans les modèles profonds, il faut être très rigoureux. Donc, il y a une phase de conception du modèle, là, que je surligne à gauche, qui est très, très importante. Et pour ça, il faut déterminer pour chaque couche le nombre de couches. Pardon, le nombre de couches cachées qu'on va vouloir. Il faut déterminer le nombre de neurones dans chaque couche. Il faut déterminer les meilleures variables d'entrée possibles, c'est-à-dire les caractéristiques les plus pertinentes du modèle, les plus discriminantes, ce qui va pouvoir faire que ce n'est pas nous tout mélanger en vrac dans l'espace des entrées. Vous voyez, sachant que l'espace des entrées, c'est un hyperespace de peut-être 1000 variables, 1000 dimensions. Et puis les hyperparamètres propices à l'apprentissage, bon, c'est un peu tout ça, plus des réglages en plus du neurone, des fonctions d'évaluation du neurone, la fonction F, là on peut avoir plusieurs fonctions F à choisir, et ainsi de suite. Donc pour faire tout ça, cette conception de modèle, il va falloir faire de la régularisation. Ce sont des méthodes de régularisation qui ont pour objectif de permettre de ne pas faire de surajustement et de permettre au modèle de généraliser ce qu'il a appris sur la base d'apprentissage et de le généraliser à un ensemble complètement différent de données qui est l'ensemble de tests. L'ensemble de tests, on l'a enlevé de la base de données dès le début, on n'a pas fait le dimensionnement du modèle, on n'a pas fait la conception, on n'a pas fait l'apprentissage dessus, on s'en sert juste pour faire le test. Et pour tout ça, on va aussi utiliser des méthodes de validation croisée qui sont très connues effectivement pour être capable de mesurer la capacité de généralisation du modèle, mais on la mesure en amont sur un sous-ensemble qui est servi pour l'apprentissage. On ne le mesure pas sur l'ensemble de tests. Donc ça, j'en parle pas plus, mais c'est vraiment crucial. Un autre exemple, maintenant, on passe à l'identification de fonctions. Donc là, on va demander au modèle d'apprendre la fonction carré, là, ou bien on verra après une fonction sinus. Donc, on a une entrée qui est l'abscisse, autre entrée qui est l'ordonnée, et il faut qu'il apprenne ça. Voilà. Donc, je vous donne l'exemple. Ça va aller très, très vite, hein. Donc, vous allez voir, il est très, très puissant. Ça va très vite. Enfin, la fonction est très, très simple aussi. Ben voilà. Il a appris le carré. On lui demande maintenant, on lui demande à apprendre le sinus. Et hop, il va apprendre le sinus. Et voilà. Donc, c'est vrai que pour apprendre une fonction si simple, il a quand même beaucoup de neurones. Et il a deux couches cachées. C'est pas si compliqué pour lui. Voilà. Voilà une illustration. Donc, sur des cas un petit peu théoriques, où on peut faire des démos. Voilà. Alors, pourquoi on utilise le perceptron multicouche ou pourquoi on utilise beaucoup les réseaux de neurones?
En fait, c'est parce qu'il a été démontré qu'ils avaient la propriété d'approximation universelle. C'était démontré en 89. C'est une démonstration mathématique. Ça veut dire qu'on peut les appliquer à tous les problèmes différenciables. Évidemment, il faut qu'il y ait une base de données avec de l'information dedans. Si vous ne mettez pas d'information, ça ne marchera pas. Il peut faire de la classification, de la reconnaissance d'images, il peut prévoir des signaux, il peut identifier des processus dynamiques. Ça, c'est dans le mode supervisé, c'est-à-dire qu'il y a un expert, un professeur, on dit, qui a pu dire, voilà l'entrée, voilà la sortie qu'il faut que tu aies. Il a pu dire ça au modèle. Parfois, on ne connaît pas quelle est la sortie désirée. Donc, c'est une méthode non supervisée. Là-dedans, on a le clustering. On va faire des groupes de classes en partant d'une distance, par exemple. Il y a les systèmes de recommandation, les recommandeurs pour les publicités sur Internet, par exemple, ou l'apprentissage de stratégies pour les jeux en robotique et tout ça. Là, ce sont des systèmes non supervisés. Voilà. Un petit focus quand même sur l'identification des processus dynamiques, puisque l'hydrologie, c'est en général dynamique. Alors, dans la partie du haut, là, on voit la représentation d'un système dynamique. Si le processus est dynamique, c'est qu'il y a un bouclage. Donc, les entrées exogènes, hein, par exemple, la pluie, c'est U. La sortie, ça peut être la hauteur d'eau, Y. Et on a un bouclage, c'est-à-dire que le système en interne, il a besoin d'avoir son information. Si K est le temps discret et que la sortie est à K plus 1, il a besoin de son information à K. Donc là, on a un processus dynamique avec sa formalisation physique. Si on prend un cas particulièrement simple, hein, le modèle physique du réservoir, on a une équation différentielle. Là, je suis repassée en temps continu. Voilà notre réservoir. L'entrée, c'est exogène si U, c'est la pluie, une section S, une hauteur H. Et la loi de Maillet nous dit par exemple que le débit vaut un coefficient fois la hauteur. Si on discrétise cette équation différentielle, donc on va avoir Y, la sortie au temps K, qui va avoir un coefficient qui dépend de la section, du paramètre A et du pas de temps, l'instant entre K et K plus 1, dont ce coefficient appliqué à la sortie à K-1, donc ça c'est le terme récurrent, le terme du bouclage, plus un autre coefficient, pareil, qui dépend des mêmes choses, hein, A, delta T et puis S, fois l'entrée. Et bien finalement, on reconnaît quelque chose qu'on a déjà vu là-dedans, dans cette forme discrétisée de l'équation. C'est ni plus ni rien qu'un neurone linéaire qui a comme coefficient qui est appliqué à son entrée de pluie A delta T sur delta T plus S, et celui qui est appliqué à son entrée récurrente, S sur A delta T plus S. Donc on voit bien que le neurone, tout seul, eh ben, il peut déjà identifier un processus physique simple, équation différentielle linéaire du premier degré. Si en plus il a une fonction d'évaluation non linéaire, eh ben, on imagine qu'il pourra bien représenter les systèmes dynamiques non linéaires d'ordre supérieur. Alors, quelques illustrations. Je vais un peu vite, hein, mais c'est vrai que je suis un peu ambitieuse. J'ai voulu vous présenter beaucoup de choses. Je vous ai dit à un moment donné que les paramètres, on ne pouvait pas les interpréter en termes physiques. On ne pouvait pas leur donner dire il y en a un qui représente telle grandeur physique ou telle autre. Malgré tout, quand on a conçu un bon modèle, on a envie de comprendre si ce modèle il a bien compris la physique qui était sous-jacente. Donc, on a développé une méthode pour extraire des informations hydrogéologiques du modèle. C'est dans la thèse de Ling Kongasiu. Et donc, c'est une étude de cas sur la source du Lez, donc, qui est au nord de Montpellier, à Prades-le-Lez. Donc, elle alimente Montpellier en eau potable, cette source. Et voilà, ben, pour cette raison, déjà, c'est intéressant d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de cet aquifère. Cet aquifère, en plus, il est particulièrement complexe. Il y a des exutoires multiples, le Lez, le Lirou, dont seul le Lez est instrumenté. Le Lirou, il y a une station de mesure, mais un peu plus loin dans la rivière, donc on n'a pas exactement ce qui sort de la source. Il y a des pompages intenses qui assèchent la source durant l'été. Il y a une hétérogénéité géologique assez forte avec des parties imperméables, des parties vraiment karstiques, des parties avec des sols fracturés, des parties avec, bah, par exemple, un causse qui domine une partie imperméable. Donc, finalement, ça va ruisseler ça va s'infiltrer dans le causse, ruisseler, ressortir, s'infiltrer dans les failles. On a des failles perméables, d'autres qui sont imperméables. Tout ça, ça fait qu'on a un bassin qui est cloisonné en plusieurs sous-bassins. On a des précipitations assez hétérogènes, des épisodes méditerranéens, donc on sait que c'est hétérogène, et heureusement, de nombreuses études depuis très longtemps, grâce à l'Université de Montpellier. Une petite vue sur le bassin versant, quand même, on ne peut pas s'en priver. Le pic Saint-Loup, le causse de l'Ortus, justement, là, qui reçoit les précipitations qui ressortent à sa base. Là, c'est pris depuis le bois de Monnier, la photo. Voilà une représentation du bassin, à peu près 440 km². J'ai oublié de le noter. Alors, on a la faille de Corconne-les-Matènes, là, hétérogénéité majeure. Une autre ici au niveau du pic Saint-Loup. La source du Lez, eh bien, elle est ici. Elle est un peu au milieu du bassin. Là, on a une zone imperméable.
Là, toute cette partie-là, donc il n'y a pas la légende, excusez-moi, la légende des couvertures. C'est imperméable. Voilà, là on a le cause de l'ortus, donc c'est calcaire. Là, c'est le cause de viol-le-fort, aquifère aussi perméable à l'affleurement. Là aussi, on a des zones perméables à l'affleurement. Voilà. On a finalement défini 4 zones différentes entre les propriétés du sous-sol et les capacités d'infiltration en surface, qui sont délignées là par des traits noirs. Et on a essayé de reconstituer la pluie qui tombe grâce aux polygones de Thyssen sur chacune des zones. On a pris plusieurs pluviomètres, celui de Pompignan, donc ils sont à l'intérieur du bassin ou même à l'extérieur, parce que même à l'extérieur, c'est intéressant pour spatialiser les précipitations. On s'est dit, voilà, on a ces 4 zones qui doivent contribuer au début à la source ici à Prades-le-Lez de manière différente. Et on va essayer déjà de réaliser un modèle et puis de voir si on peut extraire de l'information. Donc pour ça, on va s'intéresser aux coefficients, là, aux paramètres qui vont lier finalement les entrées aux sorties. Donc on a fait un modèle spécial. On a des entrées ici qui connectent chacune des zones, les précipitations sur chacune des zones qui sont concentrés sur un seul neurone linéaire. Donc, si par exemple, là, j'ai 4 entrées, par exemple, je présente la pluie au jour K, aujourd'hui, hier, avant-avant-hier, et ainsi de suite sur 4 jours précédents, on a un historique des pluies présentées qui se retrouve ici sur le premier neurone. Pareil pour chacun des autres, sur chacun pour sa zone. Et ensuite, qui arrive à une couche cachée, et ensuite qui arrive à la sortie. Ici, on a des neurones non linéaires, puisqu'il faut prendre en compte la non-linéarité du modèle. Et ici, on a une information d'état qui est donnée par le débit observé au pas de temps d'avant. On va calculer le débit qui sort de la source du lait au pas de temps K et on lui donne le débit de la veille. En gros, ça lui dit, ben voilà, tu es en haute eau ou en basse eau. Voilà. Et ça l'aide effectivement à savoir quelle fonction il faut qu'il calcule. Voilà très schématiquement notre modèle. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, les contributions qu'on obtient, je vais déjà sur le graphe à droite, là, sur la zone nord-ouest, 29%. C'était assez étonnant parce qu'effectivement, on a le vert un peu foncé, là, c'est le cause de l'ortus. L'eau tombe dessus, s'infiltre, ressort. Mais quand elle s'infiltre dans la faille de Corcon, ici, là, la partie supérieure. Et l'eau qui sort, qui ne s'infiltre pas dans la faille, elle sort et elle va dans le bassin du Vidourle, qui se trouve plus à l'est. Donc finalement, ce qui arrive sur le cause de l'ortus, il y en a une partie qui sort du bassin et une partie qui s'infiltre. Le modèle il nous dit quand même 29%. Après, la zone du cause de viol-le-fort, là, en fait, au début, tout le monde pensait que c'était la zone de recharge principale de la source du Lez. Parce qu'on a le karst directement affleurant, il y a des beaux réseaux karstiques, voilà. Il nous dit seulement 13%. Donc au début, on a eu des gros doutes, on s'est demandé ce qui se passait. En fait, c'est cohérent parce que déjà, à l'époque de la base de données, il y avait des pompages qui se produisaient pour alimenter en eau potable pendant l'été. Et en plus, il y a une rivière, le Lirou, qui est finalement un trop-plein de ce causse, qui, lorsqu'il pleut beaucoup et que le causse est plein, déborde et vient alimenter le Lez à l'aval de la source. Donc, finalement, il y a beaucoup d'eau qui sort et qui ne vient pas dans l'aquifère. Ensuite, cette zone-là, la zone là, un petit peu plus complexe, elle nous donne 52%. Donc, ça, c'est quand on regarde les paramètres, hein. Plus les paramètres sont grands, plus on dit que c'est connecté à la sortie. Bah voilà, bah finalement, en regardant mieux, il y a pas mal de failles, on voit qu'il y a quand même des zones contributives, donc c'est assez cohérent que la contribution soit de 52%. Enfin, la zone du bas, la zone orange, là, bah, c'est une zone imperméable, très peu fracturée, donc les 6%, c'est aussi cohérent, ça ne va pas contribuer beaucoup à la source. C'est peut-être même tout simplement la marge d'erreur, hein, compte tenu des incertitudes de mesure des pluies qu'on peut y attribuer. À gauche, on a une autre représentation. On a les jours, c'est-à-dire la temporalité de la contribution. Je vous ai dit qu'il y avait un historique des précipitations qui était présenté aux neurones. Et bien, en fait, pour 0, on aura le jour K, -1, on aura le jour K, -1. Et effectivement, on peut penser que si on a un système, par exemple, avec un temps de transfert de 3, le maximum sera donné pour la pluie il y a 3 jours, vous voyez. Donc, c'est ça qu'on a retracé ici. On a tracé les contributions en fonction des retards. On voit déjà que la zone sud-est, celle par laquelle j'ai terminé, qui contribue peu, ben, en fait, il n'y a pas de retard, ça ne contribue pas. Il nous dit, maintenant, s'il se passe quelque chose, c'est le jour même. Ensuite, je remonte en descendant. La zone nord-est, dans l'ordre inverse de tout à l'heure, c'est celle qui contribue le plus. Et elle contribue avec un jour de retard. Alors, le pas de temps est journalier pour l'étude. Donc, en gros, ben, c'est vrai qu'il faut le temps que ça s'infiltre, c'est cette zone-là. Il faut le temps que ça s'infiltre et que ça arrive jusqu'à la source. Ensuite, le cause de l'ortus, là, eh ben, c'est finalement la zone nord-ouest. Et bien là, on a une contribution qui est un petit peu avec un genre de plateau et qui oscille entre T-1 et T-3. Donc, ça arrive entre 2 et entre 1 et 3 jours. Donc, ça, c'est cohérent finalement.
Parce qu'en fonction du degré de saturation, l'eau peut mettre un jour, 2 jours ou 3 jours à ruisseler, à s'infiltrer dans la faille et à arriver jusqu'à la source. Et la zone sud-ouest, eh ben, le Gausse de Villefort, là, ben, elle, c'est assez rapide. En un jour, effectivement, ça s'infiltre, ça monte dans le système et ça ressort, bon, sûrement pas beaucoup par la source du Lirou, mais c'est là que ça remonte aussi le plus. Donc, c'était notre première tentative de faire ça sur un aquifère aussi complexe. Et finalement, on a été tellement convaincus que ça a même modifié la vision de l'unité de ressources Montpellier du fonctionnement du LES. Et on a fait une publication là-dessus dans le journal Les Géologues. Voilà, deuxième cas d'étude. On est toujours sur la source du LES. On s'intéresse maintenant à la prévision de la ressource en eau. Alors, j'ai un peu de retard. Euh, donc là, en fait, on est dans le sud, il fait beau. On va essayer de se mettre au 31 mai et de se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on peut prévoir les rabattements qui ont lieu dans la source du Lèze, qui sont faits tout simplement par l'exploitation pour l'eau potable. Donc là, il y a une coupe de la source qui nous dit en fait qu'on a un gros drain souterrain. Là, on a des pompes ici qui sont installées pour pomper en souterrain de manière à accéder à un plus grand volume d'eau dans le réservoir. Voilà. Et là, une belle photo de la vision de la source du Lèze. Voilà, on a fait maintenant un modèle récurrent. Donc, c'est un modèle dynamique. On a rebouclé l'entrée sur la sortie. En bleu, là, on voit les précipitations. Donc, calcul fenêtre temporelle de K, K-1 jusqu'à moins de QV plus 1. On a les pompages qui sont appliqués. On les a appelés Q. On a ici, on a les entrées récurrentes. C'est la hauteur d'eau, puisque là, la source ne coule plus. Hein, donc, c'est la hauteur d'eau dans l'aquifère qu'on regarde. K-1 jusqu'à K-D, c'est ce qu'on appelle l'ordre du modèle. Une couche cachée avec un certain nombre de modèles cachés, de neurones cachés, un neurone de sortie, et on a une hauteur d'eau estimée. Alors, pour faire ça, on a les pluviométries, volume pompé, tout ça pendant 8 ans, de 97 à 2004. Donc, c'est un travail qu'a fait Madame Congassou en postdoc il y a quelques années. Simulation continue au pas de temps journalier, donc. Les résultats portent sur la période sèche du 31 mai au 31 août. Et on a fait l'apprentissage sur une certaine partie. Et on a testé sur l'année 2003, qui est l'année la plus sèche. Donc ça nous permet de voir si le réseau de neurones est capable de généraliser aux extrêmes sur lesquels il n'a pas appris. Deux scénarios. Le scénario des pluies nulles. Alors on peut se dire, waouh, c'est super dur, c'est très extrême. En fait, c'est le scénario le plus réaliste. Dans le sud, quand il fait très sec, il ne pleut pas. Voilà, donc on va diminuer nos mérites, mais voilà, c'est ce qu'on a fait. Plus le pompage réel, c'est-à-dire chaque jour le pompage qui avait été effectué dans le passé. Et on va regarder ce que ça donne aussi avec un volume moyen pompé. Parce que si on se met à la place du gestionnaire, lui ne va pas dire ouais, le 1er août, je vais pomper tant, le 2 août, tant. Il peut se dire à la limite, je vais pomper tel volume dans mon aquifère réparti sur 3 mois. Et puis comme ça, je vais voir le rabattement parce qu'en fait, il a une contrainte par rapport au niveau minimum de rabattement. Il a une contrainte, voilà, c'est dans d'exploitation de la source. Et donc ça, il ne peut pas y déroger. Donc voilà les scénarios. En vert, alors c'est le volume pompé. En orange tireté, c'est le volume pompé moyen. Et puis, on s'est amusé aussi. On a mis 2 fois le volume pompé, donc c'est le tireté orange foncé. Voilà. Donc, on a voulu voir ce que ça donnait. Bon, en fait, c'est un peu exagéré. C'est pas très intéressant, finalement. Ici, on regarde. Alors, on a la hauteur d'eau dans la source. Donc, 65 mètres NGF ici. Le rabattement. Alors, la valeur observée, c'est le bleu. Ici, on voit un rabattement quand même d'une 20 mètres à peu près. On a en rouge, c'est l'hypothèse de pluie nulle et les pompages effectifs. Et en vert, l'hypothèse de pluie nulle et le pompage moyen. Voilà. Et puis le pompage double, là, c'est celui qui est tout à fait en bas, effectivement un petit peu exagéré. Ce qu'on remarque ici quand même, c'est que déjà entre le pompage effectif et le pompage avec volume, enfin, le pompage avec volume effectif, voilà, et puis l'hypothèse de plus nulle, on n'est pas si loin de la valeur observée. On a quantifié un petit peu ici. Et ben on voit que donc par rapport à la piézométrie mesurée, l'abaissement maximal, donc il est 22 mètres,6 donc évidemment 100%. Hypothèse de pluie nulle et volume pompé réel, on est à 21,5, on a 1 mètre d'erreur, on est quand même à 95%, donc par rapport au rabattement. Et la piézométrie avec volume moyen, on a perdu en gros 1 mètre de plus. Le résultat est quand même intéressant parce qu'on se dit que pour le gestionnaire, ça l'aide quand même de savoir, de pouvoir prévoir ses pompages dans l'été et de voir jusqu'où il peut aller de manière à ne pas atteindre la limite de rabattement minimale autorisée. Voilà, première expérience donc par rapport à l'aide au manager.
Autre travail qu'on a fait, encore on a essayé de faire des exemples différents. Là, c'était la prévision de la turbidité dans le drain karstique de la source d'Ipor. Alors, c'est sympa parce que il va y avoir une réunion du CFH qui va avoir lieu là-bas l'année prochaine avec l'Association française de karstologie. On pourra y aller. Et donc, c'est la thèse de Michael Savary et qui s'est soutenue en 2018. Et voilà, donc on est sur le bassin karstique d'Yport, alors qui se trouve ici, voilà, en Normandie. Voilà, bon, le bassin versant. Et on a, et c'est karstique, hein, on a des bétoirs là qui sont en gros des dolines d'effondrement, qui sont des points privilégiés d'infiltration de l'eau dans le karst. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on a quand même quelque chose d'un petit peu rapide et surtout qui peut générer de la turbidité parce qu'il y a beaucoup de sol dans cette région et il y a pas mal de cultures. Donc, avec la turbidité, on soupçonnait qu'il y ait des produits phytosanitaires qui soient entraînés. Donc, les enjeux, ben, c'est l'alimentation d'eau potable de la moitié de la ville du Havre, régulièrement affectée par la turbidité. Alors, on dit que c'est turbide dans les normes s'il y a moins de 1 NTU. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est le seuil de 100 NTU, parce qu'à partir de ce seuil, voilà, c'est ce qu'on définit ici, on va devoir faire des stockages pour effectivement laisser décanter tout ça, des filtrations, des traitements si nécessaire. On veut éviter effectivement un risque de contamination associé avec des produits phytosanitaires. Donc, on va faire des prévisions à 12 heures ou à 24 heures et on va essayer d'avoir des patents de 1 heure ou de 6 heures pour traiter cette information. Alors, on a aussi défini deux types de modèles. En haut, là, sur la ligne d'en haut, on a le perceptron multicouche dirigé. Ça veut dire qu'il a une information de variable d'état qui vaut la turbidité à l'instant où on fait la prévision. Donc là, on représente directement la turbidité. Voilà, en fonction du temps, avec des événements turbides qui sont arrivés. Voilà. Et ici, on a... Alors, pardon, je me trompe. Oui, on doit avoir donc le dirigé, ça doit être à 24 heures et à 12 heures et à 24 heures. Ouais. Et en dessous, on a le modèle récurrent. On a fait un autre modèle où on a deux branches dans le modèle. Une branche qui nous représentait finalement la relation pluie-turbidité et une autre qui nous représentait le rôle de l'infiltration. Et donc, on note ici, la valeur observée, c'est le trait plein, simple. La valeur simulée, ça va être le pointillé, le petit pointillé qu'on voit ici. Et puis, l'incertitude, c'est la zone grise ici. Alors, on voit que c'est pas très, très bien, c'est pas génial, hein, à 12 heures ou à 24 heures. Mais que par contre, on a été surpris de voir que le seuil à 100 NTU, lui, il était assez bien approché. Donc ça peut être très, très utile au niveau, effectivement, opérationnel pour arriver à anticiper, à mobiliser les équipes, effectivement, pour faire tout ce qu'il fallait pour bien pouvoir gérer l'eau et éviter les contaminations. Du coup, en conclusion, j'ai un petit peu de retard. Souvenons-nous que ces modèles-là, donc à apprentissage automatique, en particulier les réseaux de neurones, ont une propriété d'approximation universelle qui peuvent faire des modèles dynamiques, non linéaires, qu'ils peuvent même traiter les non-stationnarités pour les modèles effectivement à variable d'état mesuré. Et donc, ils ont des possibilités immenses. Malgré tout, c'est pas magique, hein. Donc, il faut des données. Alors, il ne faut pas des données très complexes. On n'a pas besoin d'avoir la pente, la forme, la topologie du bassin super précise, mais il nous faut au moins les entrées, la pluie, le débit ou la hauteur d'eau, la température, et encore pas toujours. C'est compliqué. Ce sont des modèles compliqués. On ne va pas mentir. Et pour faire la conception du modèle, il faut travailler. Il faut éviter absolument le surajustement. C'est vraiment le piège. Quelqu'un qui essaye un réseau de neurones, tout de suite, hop, il fait n'importe quoi, n'importe comment, il aura un résultat. Donc, il va être content, mais ce résultat ne sera pas capable d'être généralisé sur des données jamais vues. Et comme je disais, donc le modèle est statistique. Il n'a pas le garde-fou de la relation physique qui est déjà codée en lui-même. Du coup, il peut nous faire des trucs bizarres si on ne l'a pas complètement bien validé. Donc, je dis, il faut valider, valider et encore valider. Je vous ai dit, vous prenez la validation croisée quand vous avez la conception. Il faut vraiment le faire dans tous les sens pour avoir confiance dans le modèle. Après, voilà, quand on a fait tout ça, le modèle, il marche bien. Enfin, pour terminer, voilà, je veux dire que ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, il faudrait définir ce que c'est que l'intelligence. Mais voilà, c'est vraiment de l'apprentissage automatique ou de l'apprentissage statistique. Voilà, ce qu'on appelle le machine learning. C'est un modèle statistique, mais qui est capable d'identifier une fonction physique sous-jacente aux données. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'on a un gain significatif en multipliant les couches de neurones cachés ou est-ce que finalement c'est une complexité pas vraiment utile? Alors, c'est une question qui est encore ouverte, je pense.
En fait, ouais, je ne l'ai pas dit, mais il faut absolument éviter trop de complexité. C'est un peu comme n'importe quel modèle, hein. Si on a trop de paramètres, trop de complexité, on aura plus tendance au surajustement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment ajuster le nombre de couches et le nombre de neurones le mieux possible. Il a été démontré mathématiquement que plus on a de couches, plus on pourra faire une fonction qui va bouger rapidement. Donc, si on a une fonction avec un seuil, par exemple une montée de crue très très rapide, eh ben, on pourrait avoir intérêt à rajouter des couches. Si on a une fonction très complexe, on pourrait avoir intérêt à rajouter des neurones. Et donc, entre les deux, ben voilà, on rajoute ou des couches ou des neurones. Et en fait, il n'y a pas de règle, hein. Ça dépend vraiment des données. Ça dépend aussi énormément du bruit qui est dans les entrées. Puisque plus on a de bruit, plus le modèle aura des difficultés à généraliser. Il aura du mal à identifier la fonction s'il y a du bruit parce qu'il n'y aura pas assez de contraintes, quoi, tout simplement. Donc, il n'y a pas de réponse universelle, mais en gros, il y a le guide, voilà. Plus la fonction, si on veut faire une fonction seuil, en gros, il faudra plusieurs couches. Et s'il faut faire une fonction compliquée, il faudra plus de neurones, mais après, il faut essayer. Pour faire la classification, moi, je préfère ajouter des couches, par exemple, parce que je veux effectivement qu'ils décident plus un, moins un. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les modèles profonds, qui sont très, très à la mode maintenant, hein, c'est souvent des modèles qui font de la classification. Et ils ont plein de couches, ils ont 6, 7 couches, voilà. Donc, certaines sont apprises, certaines sont fixées par d'autres méthodes, voilà. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Voilà, j'ai utilisé avec mon équipe il y a déjà 25 ans ces modèles à neurones artificiels, les RNA. Et notre inquiétude à l'époque, on a travaillé pendant plusieurs années, c'était de pouvoir comparer ces résultats neuronaux avec des modèles physiques ou plutôt des modèles à boîte grise. Hein, c'est ainsi qu'on a confronté les résultats des RNA avec des modèles qui étaient à plusieurs boîtes, hein, par exemple dans un système karstique, en imaginant plusieurs réservoirs, jusqu'à 4 réservoirs. Donc on a essayé, en utilisant pendant une trentaine d'années toutes les données, on avait cherché à savoir quel était l'intérêt finalement de ces modèles à multi-réservoirs, des RNA, mais également avec des modèles mathématiques classiques, hein, qui étaient des modèles à éléments finis, par exemple, hein, puisque bien évidemment, on cherche quand même à toujours, en tant qu'hydrogéologue, à Bien rester sûr. sur le terrain, hein, puisqu'on a des données sur la géologie structurale, des données sur les couches, des données sur les pompages d'essai avec des transmissivités, de l'emmagasinement. C'est vrai que c'est un peu difficile de tout laisser à l'intelligence artificielle, entre guillemets. Après test, on s'est aperçu que le temps de prévision, quand on envoie un élément dans l'ensemble, par exemple une variation de pluie importante en hiver ou en été, finalement, les corrélations diminuent, le degré de corrélation diminue très très rapidement en quelques jours. Là, on est très capable, en effet, de prévoir à 72 heures, hein, ça on a réussi à le faire, mais plus loin, c'est guère possible. Est-ce que vous avez pu comparer ces modèles d'intelligence artificielle à des modèles physiques ou des boîtes grises? Oui, alors on l'a comparé, en particulier, on avait fait une étude de comparaison avec Perrine Fleury, qui était au BRGM, là, ou qui est encore au BRGM à Montpellier, justement sur le lèse, pour là, c'était la prévision et la simulation des débits à la source du lèse, je ne sais plus. Et donc, elle utilisait Vensim, donc modèle à réservoir, nous, notre réseau de neurones. On avait des entrées communes, hein, les mêmes entrées, les mêmes sorties. Et bah, ce qu'on a vu en gros, c'était que chaque approche avait ses avantages et ses inconvénients. C'est en gros la conclusion toujours, hein. Son approche était plutôt meilleure pour les saisons intermédiaires, c'est-à-dire quand c'était complexe, hein, le printemps, l'automne, enfin le printemps, l'hiver, on va dire, et que le réseau de neurones était meilleur pour les événements extrêmes. Donc pour les très très gros étiages ou les très grosses pluies, très grosses crues, le réseau de neurones était meilleur. Donc c'est un peu la conclusion de l'étude. Après, D'accord. comme avantage, je dirais effectivement, ça va pas toujours être mieux le réseau de neurones parce que si on a un bassin qui est assez simple, qui est très bien observé et que tout marche bien et que tout est bon, ben, ça sert à rien de prendre une méthode complexe pour faire ça, hein. Donc, il faut vraiment l'appliquer quand on n'a pas d'hypothèse physique. Moi, c'est vraiment mon guide, hein. Si j'ai un bassin où je ne sais pas trop comment il marche parce qu'il est trop compliqué, ou un phénomène où je ne sais pas ce qui se passe, comme les crues éclairent en Cévennes, en fait, il pleut des trompes d'eau et puis la rivière, elle bouge pas. Et tout d'un coup, la crue se déclenche et on va passer de 100 litres seconde à, gardons d'Anduze, à 3000 mètres cubes par seconde en 10 heures, vous voyez. Donc là, on ne sait pas ce qui fait que ça se déclenche. Donc là, ça vaut le coup parce qu'on n'a pas l'hypothèse sous-jacente. Si on a une hypothèse sous-jacente, si on a des bonnes données, franchement, moi, je suis pour la modélisation physique, hein.
Et on a un projet de recherche en ce moment où on veut complémenter les deux. On veut que l'une complémente l'autre, parce que c'est le plus intelligent, je pense. Par contre, en dehors des bassins très simples dont je viens de parler, l'approche statistique est intéressante parce qu'elle est très opérationnelle. Voilà, on n'a pas besoin de grosses études de terrain pour connaître sur un territoire qu'on ne connaît pas. On met des capteurs de pluie, de hauteur d'eau et de débit, et puis au bout de 10 ans, on aura une base de données. On pourra faire, on n'a pas besoin de faire des études de terrain hyper compliquées pour mieux le connaître, vous voyez. C'est vraiment ça l'intérêt, je pense. Au tout début de ton exposé, tu as juste évoqué rapidement la méthode Random Forest. Quelle nuance par rapport à ce que tu as présenté? En fait, c'est un réseau de neurones. Et ben en fait, on fait un arbre de décision pour faire la classification avec des random forest. Et puis, en fait, chaque décision est faite avec un neurone. Donc, en fait, un random forest, c'est un neurone, c'est un arbre. Et puis, on compose tout ça dans un modèle d'ensemble pour faire un random forest. Donc, c'est pas très, très compliqué, en fait, hein, c'est juste des neurones. Parce qu'en fait, on peut représenter le réseau de neurones, donc, qui fait une somme pondérée, applique une fonction. C'est pas révolutionnaire en mathématiques. Ça se fait déjà un peu partout. Donc finalement, on peut représenter des processus, des fonctionnements qui se faisaient déjà sous la forme d'un réseau de neurones, sous une forme neuronale. Donc le random forest, moi je le présente comme ça, sous la forme d'une forêt de neurones. Il y en a d'autres qui le présenteront sous la forme directe d'un arbre, comme c'est déjà connu, quoi. Mais c'est vraiment ça, on prend des décisions et puis on a un modèle. Alors un modèle d'ensemble, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs neurones qui vont fonctionner en parallèle et qu'on va effectivement voter en sortie pour choisir quelle est la sortie qu'on va prendre pour faire la décision de la classification. Dans les aquifères fissurés, pas calcifiés. Et le climat, il est hyper aride. Est-ce que c'est faisable, ces modèles? Ah bah bien sûr, je dis effectivement qu'on n'a pas besoin de la fonction physique, mais on a quand même besoin d'informations sur le système, hein. Nous, on travaille tout le temps. Alors moi, je suis issue du domaine de la théorie des systèmes, mais dans l'équipe, on a des hydrologues et des hydrogéologues justement pour ça, parce que c'est très important de travailler en prenant les caractéristiques du bassin pour savoir eh ben, effectivement quel modèle il faut choisir, quelles entrées il faut lui appliquer. Et je pense qu'après, tout ce qui arrive, alors c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas beaucoup d'informations de mesure de débit. Il n'y a pas de restriction a priori, hein. Il faut des données. Et malheureusement, les données satellitaires, de notre expérience, n'ont pas une qualité suffisante, quoi. Actuellement, évidemment, on va progresser. Pour le modèle du lait, justement, est-ce qu'on peut avoir une idée du volume d'informations d'entrée, en fait, d'entrée ou de sortie, je ne sais pas combien d'hydrogrammes, combien de séquences de pluie, il a été nécessaire d'injecter pour le fiabiliser? Pour l'extraction des connaissances, comme pour la prévision des rabattements, là, en fait, on avait 8 années au pas de temps journalier. On n'a pas pris des événements, là, parce que quand on s'intéresse à la ressource, il faut quand même, comme c'est sur un temps long, la ressource, hein, on est obligé d'avoir un grand historique des données, donc on passe au temps journalier, on garde toute l'année en général. Il faut représenter l'évapotranspiration ou son équivalent. Et voilà, quand on est sur les crues, effectivement, on est sur des épisodes, parce qu'on veut que le modèle apprenne le fonctionnement cru, donc on est sur des épisodes, mais pour la ressource, on est tout le temps, pas tant, euh, on est sur l'année, quoi. On a des données Hum, annuelles. Donc des années hydrologiques, par contre, hein, on débute au 1er septembre et on hum, termine fin août. Parce que ce qui est bien là, c'est qu'en fait, pour nos climats à nous, pendant l'été, il y a un genre de remise à zéro, hein, dans les aquifères. Donc on redémarre avec cette remise à zéro quand on démarre les années, quand on veut faire un test. Et par contre, vous me faites penser à une expérience qu'on avait fait sur la 16, donc une rivière qui est entre le Gard et l'Ardèche. On était à Taro, effectivement, il était perte karstique, hein, parce qu'il y a le plateau de Méjanes-le-Clap qui est karstique juste à côté. C'est aussi un peu complexe comme système. On avait fait un modèle récurrent là, parce que c'était un modèle pour le changement climatique. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de la valeur observée actuellement, mais il avait ses valeurs récurrentes à lui. Et là, on avait vraiment transpiré, on avait fait un modèle récurrent avec plein de bouclages un peu dans tous les sens, mais à chaque fois sélectionné avec le critère de la validation croisée. Et finalement, on a vu un très bon modèle qui était à la fois bon pour les crues et pas trop mauvais pour les étiages, pour les étiages. Donc là, effectivement, ça permettait de faire des simulations après pour le changement climatique dès l'instant qu'on a des scénarios de température, précipitation. Voilà, puis après, le réseau neuron n'était pas très complexe, je dirais de mémoire, on avait 4 ou 5 neurones, une seule couche cachée, vous voyez, c'était quand même assez simple, donc rapide à calculer. Et des historiques de précipitation qui n'étaient pas énormes, je ne l'ai pas là, hein. J'ai cité dans la présentation, là, j'ai cité les articles à chaque fois, donc
pourra s'y référer. Est-ce que tu as essayé de découper comment dire, par exemple, ta chronique de référence en plusieurs époques et voir, sans chercher la moindre base physique, puisque tu l'as bien dit et redit, il n'y a pas Hum, de hum, hum. base physique à tout ça, mais que quelque part, ça guiderait vers une détection de soit des périodes de changement, soit de ce qu'il pourrait y avoir derrière comme moteur du changement. Je l'ai pas fait en hydrologie, ça. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. On s'était un peu posé la question à un moment donné pour une tourbière sur le Doubs sur laquelle on avait travaillé. Parce qu'effectivement, il y avait une réhabilitation de la tourbière et on voulait essayer de la modéliser, mais bon, finalement, le contrat n'a pas eu lieu, donc on l'a pas fait. Je l'ai fait pour dans le cadre des bâtiments, pour la stabilité des bâtiments. On mesurait des bâtiments donc, qui évoluaient avec la chaleur parce que c'était pour une installation industrielle avec des températures qui montaient beaucoup. Et donc, on a fait ça avec un collègue et puis on leur a dit à un moment donné, bah, ce bâtiment-là, franchement, il est bizarre, il se débat pas bien, tout ça. Et ils étaient très contents parce qu'en fait, ils avaient eu un retour de quand ils avaient mis en œuvre la dalle, il y a eu un problème avec le coffrage et tout ça. Donc, effectivement, ça n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Nous, on l'avait vu. Mm. Après, on a des techniques qui ont déjà été prouvées, pas par moi, hein, mais pour détecter, par exemple, quand on a un capteur qui dérive, pour détecter la dérive du capteur. On met plusieurs modèles en parallèle, calibrés différemment, et puis quand ils sont tous d'accord, c'est bon, et quand il y en a un qui est plus d'accord avec les autres, c'est qu'il y a une dérive, par exemple. Oui, je voulais rajouter un petit point sur ce qui avait été dit. Nous, on avait utilisé les réseaux neurones artificiels, en particulier dans les cas extrêmes, par exemple quand il y a eu des catastrophes hydrologiques. On avait ainsi traité la fameuse catastrophe de l'Ourika au sud, dans la région de Marrakech, au sud de Marrakech, hein, donc dans une zone très très profonde avec une vallée, avec un torrent à l'intérieur. Et c'était intéressant de voir si on pouvait reconstituer euh, ces- 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 cet épisode qui a été dramatique, hein, puisqu'il y a eu plusieurs milliers de morts, avec des niveaux d'eau qui ont carrément sauté à une vingtaine de mètres et qui ont donc qui ont détruit des villages. Et c'est important quand même de voir si on peut à l'avenir éviter ou alors proposer des mesures de protection en avertissant par exemple la population en cas de Mhm. problème extrême. Et ça, je pense que là, avec les réseaux neuronaux, on peut peut-être apporter des solutions intéressantes. Je promets jamais, moi. À chaque fois qu'on doit faire une étude sur un bassin que je connais pas, je commence par une étude de faisabilité parce qu'effectivement, il faut que les données correspondent à ce qu'il faut apprendre, quoi. On est tellement dépendant des données que voilà, il faut déjà vérifier ça. On a le cas aussi dans le Boulonnais, hein, dans la région de Boulogne. Je me suis intéressé en particulier à la liane, hein, qui sort à Boulogne-sur-Mer. Et également, c'est un vrai torrent. On pensait que c'était une rivière calme, mais en fait, c'est un vrai torrent dans un bassin très, très argileux. Et c'est vraiment catastrophique quand la liane commence à être affectée par des périodes de pluie intenses. Je pensais à cette figure-là, on parlait des erreurs sur les événements. Vous voyez, si je reviens sur cette figure-là. Si ce point-là, c'est une erreur, Oui, ben, vous comprenez, par exemple, supposons que celui-là soit faux et que celui-là soit faux, et ben finalement, le système, la fonction peut être vraiment différente, quoi. c'est vrai. Donc, on comprend qu'un seul exemple qui marche pas, ça peut vraiment complètement gêner la fonction, faire que le modèle dysfonctionne. Voilà, c'est pour ça on peut à ce moment-là faire des modèles d'ensemble avec différentes bases de données, voilà, et puis du coup, on arrive à pallier ces problèmes-là.